Bien, eh bien, écoutez, je vous propose que nous démarrions. Je suis ravi qu'on démarre cet après-midi du Chaudron en présence de Stéphane Villard du studio GGSV, donc membre fondateur, donc éminent représentant de ce studio qu'il a fondé il y a une dizaine d'années. 11 ans, donc nous célébrons les 11 ans de ce studio avec Gaël Gabillet. Vous connaissez certainement leur pratique et leur travail qui est à la frontière entre design de recherche, architecture intérieure, scénographie, je dirais souvent installation, scénographie très immersive, qui sont toutes à chaque fois porteuses de grands sens. J'en dirai pas plus. C'est très bien, très bien. Et occasionnellement, Stéphane Villard, au gré des saisons, nous accompagne et est parfois enseignant à l'école Camondo en direction de diplôme, mais c'est au gré des saisons, on va dire. Voilà. Vous connaissez aussi peut-être ou certainement Paul Marchesso. Paul Marchesso qui a fondé le studio Paul et Milieu il y a 3 ans, mais précédemment, il avait fondé le collectif Dante, Design, Architecture intérieure et Nouvelles technologies, exactement, avec un collectif. Et Paul est, alors je dirais, très implanté à l'école Camondo, puisqu'il est diplômé de l'école Camondo, il enseigne à l'école Camondo, et c'est lui qui a fait une partie de l'architecture intérieure ici du 3e étage de l'école, ici boulevard Raspail, mais c'est surtout lui à qui nous avons confié l'architecture intérieure de l'école Camondo Méditerranée, dont certaines ont pu la pratiquer pendant un cursus, enfin une année, hein, une année exactement. Voilà. Donc, ravi de vous accueillir, merci de nous consacrer ce temps-là. Nous sommes ensemble pour parler finalement, on n'a pas donné de nom à cette conférence, mais elle va très certainement tourner autour bien sûr, de la question du réemploi, de la question du décor, de la question de la durabilité, et peut-être aussi d'une expression à laquelle moi je suis très très attaché, je l'ai mentionné ce matin, la question en fait d'une forme de nouvelle écriture qui résulte de cette forme de pensée à la fois du mobilier, de l'architecture intérieure, dans sa possibilité de se transformer, d'être capable, d'être réversible. Et je crois que nous avons deux très beaux exemples d'activation en fait de ces principes comme des principes fondateurs de votre travail. Alors, nous n'avons pas tiré au sort qui commençait, mais j'ai l'impression, en regardant l'écran, que c'est Paul Marchesso qui va peut-être commencer. En fait, l'idée, c'est que nous ayons une présentation peut-être de votre travail pour chacun d'entre vous d'une dizaine ou une quinzaine de minutes, et après qu'on puisse voilà, converser ensemble, générer des questions, des échanges avec vous dans un mode le plus interactif possible. Paul, c'est à toi. Peut-être. Allô. Laurent, est-ce que ce micro, il faut juste appuyer? Là, ça marche? Ça marche. C'est Oui, bon. comme ça, je ne lâche pas le micro. Ok. J'aime pas lâcher le micro. Alors, je vais présenter un peu les travaux que l'on fait, mais je pense que ce sera au fur et à mesure de nos discussions. Je me suis dit que ce qui était plutôt intéressant aussi, on va parler de réemploi, mais aussi c'est mettre en contexte. Pourquoi on parle de réemploi aujourd'hui? C'est un peu une question, quoi. On vous dit il faut réemployer, ou il faut faire des choses qui sont liées avec des matériaux recyclés ou recyclables. Mais pourquoi? Voilà, on va essayer essayer de comprendre ensemble, et puis se dire, nous ensemble, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'architecte d'intérieur, l'implication aujourd'hui du réemploi, et qu'est-ce que ça veut dire pour le climat. Alors, on va brasser ça de manière très très rapide, pour après rentrer sur des projets. Ok? Alors, ici j'ai mis un petit graphique, sympa. Alors attention, ça va piquer pendant quelques slides. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On parle aujourd'hui de budget carbone. C'est quoi le budget carbone? Un budget, c'est comme une tirelire. Et aujourd'hui, vous savez que pour qu'on n'augmente pas de 1,5 degré ou de 2 degrés, on a un budget en fait à dépenser en termes de carbone, qu'on ne peut pas augmenter, sinon ça va faire mal en termes environnementaux. Déjà, c'est assez complexe, on le sait. Donc on sait qu'en 300 ans, on a à peu près dépensé 2500 billions de tonnes de carbone. Donc ce qui est beaucoup.
Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, de 2019, on n'a plus que 400 billions à dépenser, ou 1150 si on veut augmenter de 2 degrés. Si on veut être à 1,5, on a juste 400. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, en tant qu'architecte d'intérieur, vous devez en fait réfléchir à l'impact carbone de votre projet, si on ne veut pas augmenter ces 400-là. Donc votre implication, elle est absolument fondamentale. Parce qu'on va le voir par la suite, en fait, toute fourniture, toute la part de votre projet, des usages, jusqu'à la matière et le conditionnement de votre matière, va conditionner ce budget carbone dont vous êtes en fait aussi des acteurs en fait majeurs, entre guillemets. Deuxième chose que j'aime bien montrer aussi, qui est assez amusante, c'est montrer aussi le budget carbone en tonnage par personne. Alors moi, je suis né en 1988. En tout, j'ai 302 tonnes de carbone, en fait, qui ont été dépensées et qui me restent à dépenser entre deux. Voilà. Et puis après, quand je suis né en 2017, j'ai plus que 68 tonnes. Voilà. Donc 68 tonnes, sachant qu'une moyenne française, c'est 9 tonnes par personne. Imaginez-vous dans une dystopie totale d'un film coréen où vous met un genre de bracelet électronique qui explose si vous augmentez et vous dépassez votre taux carbone, eh bien vous n'avez plus que 10 ans à vivre. Donc c'est un peu compliqué. Donc autant vous dire qu'il va falloir réduire drastiquement en fait, ce tonnage de carbone. Et pour le réduire, aujourd'hui, on estime qu'il faut passer à 1,6 ou 2,8 tonnes de carbone par personne par an. Donc c'est très très peu. Pour vous donner un ordre de grandeur, 10 000 km en voiture, c'est 2,5 tonnes de carbone. La moyenne française en fait, de circulation en France des personnes, c'est entre 10 000 et 12 000 km par an. Donc déjà, on explose les curseurs. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va falloir s'engager dans une dynamique de sobriété. Et la sobriété, ça veut dire moins consommer, ou consommer de manière responsable, ou produire et concevoir de manière responsable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va falloir que vous réfléchissiez de manière générale à l'impact carbone de votre projet. Et ça va être fondamental. Donc vous voyez aussi, il y a des différences, hein, bien sûr. En France, on dit qu'on a entre 9 et 6,9 tonnes par an par personne. On se retrouve aux États-Unis, on a 18,1 tonnes. Et puis en Chine, on a 7,7 tonnes. Voilà. L'objectif, on est à 1,15, 2,8 environ. Voilà. Donc tout ça, il faut que vous gardiez ça en tête. Alors aujourd'hui, c'est très complexe de calculer, on va dire, le tonnage en carbone d'un projet ou le kilo dépensé en carbone d'un projet. Mais malgré tout, vous pouvez avoir déjà des gestes, des réflexions par rapport à des ordres de grandeur pour réfléchir à votre projet, est-ce que son implication en termes d'empreinte carbone. Alors aussi, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'empreinte carbone. On vous parle souvent d'empreinte carbone. Oula, c'est malheureusement pixelisé à gauche. L'empreinte carbone, c'est quoi? C'est que l'empreinte carbone, c'est par exemple, je prends une matière, cette matière, en fait, elle a une empreinte générale. L'empreinte, c'est quoi? C'est son extraction, c'est sa transformation, c'est son transport, plus l'arrivée jusqu'à votre projet et jusqu'au fait qu'il va être collé par quelqu'un. Donc c'est à la fois la dépense énergétique, le transport et les modes de transformation. Ça, c'est l'empreinte carbone. Et cette empreinte carbone, c'est votre budget aujourd'hui. Donc quand vous prenez une matière et qu'elle vient, par exemple, je sais pas, d'Afrique ou de Chine, bien, votre empreinte carbone va être énorme. Si elle vient localement, bien sûr, elle va être largement réduite. Et si je fais du réemploi, elle va être encore plus réduite. Donc ça, c'est un point très très important. Alors là, on ne voit pas, malheureusement, le graphique est très pixelisé, mais ce qu'on voit, je vous l'explique. On voit qu'en fait, en pourcentage, on a une partie haute qui est l'usage. L'usage des bâtiments est absolument fondamental dans la dépense carbone. Chauffage, isolation, équipement électronique, toutes ces choses-là. Donc ça fait partie prenante de votre métier aussi. Réfléchir aux usages intérieurs. Donc ça, c'est que vous allez, quand vous réagencez une pièce ou un appartement, vous allez réfléchir les courants d'air, vous allez réfléchir aussi l'outillage, même peut-être vous allez même influencer le propriétaire sur comment il va pouvoir s'équiper. Toutes ces choses-là, ça fait partie de votre projet. Et puis aussi, on a les matériaux, voilà, issus de la construction du bâtiment, avec toutes ces transformations. Donc on a ces deux choses-là qui sont fondamentales dans le budget carbone d'un projet. Et donc vous, où est-ce que vous avez une influence? Vous avez une influence dans vos modes de conception, bien entendu. Parce que tout se fait à ce stade, et quand votre client vous propose un projet, ben vous n'êtes pas obligé d'aller dans le sens à 100% de ce qu'il souhaite. Parce que, en fait, vous savez que l'impact carbone va être plus ou moins mauvais. À vous, maintenant, d'être porteur de solutions aussi. Ça fait partie de votre métier. Pour illustrer, je vous mets aussi, par exemple, le parcours du marbre. Parce que les architectes d'intérieur adorent mettre du marbre partout. On adore ça, mettre du marbre dans des boutiques, on en voit partout. Et pourtant, le marbre, voilà, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors, le marbre, déjà, il faut l'extraire.
faut savoir qu'aussi, par exemple, le marbre de Carrare, il y a eu pas mal de polémiques. Quand on l'extrait avec de l'eau. Et puis cette eau, en fait, on se dit souvent qu'elle est recyclée, mais elle est très peu recyclée. Après, elle va dans les ruisseaux. Il faut savoir qu'il y a des particules ultra fines qui sont, en fait, du coup, après divulguées dans les ruisseaux. Donc ça crée une genre de pâte au fond du ruisseau qui fait que ça détruit tout l'écosystème ambiant. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des grandes problématiques environnementales autour de ces carrières-là. Première chose, c'est ce qu'on appelle les externalités négatives. C'est-à-dire qu'on a un premier sujet, c'est que ça détruit l'environnement. Ça produit du carbone et ça détruit l'environnement, la première base. Après, il faut le découper. Le découper, comment on le découpe? On le découpe avec de l'eau. Donc l'eau, vous savez, c'est une denrée de plus en plus rare. Et plus avec des scies assez conséquentes, ou sinon avec des fils qui demandent une énergie très conséquente aussi. Donc ça, il y a une dépense d'énergie. Après qu'on les découpé, après on va le stocker, on va le déplacer, on va le redéplacer, on va le redécouper pour qu'il arrive en fait dans la forme que l'on souhaite, pour après le poser dans une cuisine par exemple. Et dans cette cuisine, je ne vais pas le poser comme ça en tant que structure, je vais souvent en fait le mettre en surface extérieure. Donc ça veut dire que j'ai en plus le bois que j'ai à acheter, ou le médium, sur lequel je vais coller la chose. Donc imaginez-vous en fait l'impact en fait juste d'utiliser un peu de marbre de temps en temps dans votre projet. Alors vous pouvez avoir une carrière juste à côté, et donc ça pourra peut-être réduire l'impact, mais plus vous allez chercher loin, plus vous allez réfléchir juste en termes de prescription avec un catalogue général, et vous dire bah, tiens, je veux ça, je veux ça, je veux ça, plus vous allez avoir un impact hors sol, en fait, vous allez totalement hors sol par rapport à la condition même et l'impact de votre projet. Donc il faut réfléchir à tout ce circuit-là. Et ce circuit-là, il peut se réfléchir en termes de kilomètres. 10 000 km, c'est 2,5 tonnes. Et bien là, j'ai 1000 km entre Paris et Carrare, j'ai environ 250 kg de CO2 dépensés. Voilà. Et puis sans compter toute la chaîne en fait, de production à côté. Voilà. Donc on peut peut-être estimer à 500 kg d'impact carbone pour, on va dire, un élément assez important en termes de marbre, parce qu'on peut subdiviser avec le transport, parce qu'on ne va pas transporter qu'une seule plaque. Mais tout ça, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que vous, en tant que concepteur, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je fais par rapport à mon contexte? Comment je réfléchis autour? Et comment je conçois les choses? Et donc aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de réemploi et de recyclage. Il faut juste mettre en rapport ces deux fonctionnements aussi qui sont très importants. Le réemploi, c'est quoi? C'est le luxe pour l'environnement. Pourquoi c'est le luxe pour l'environnement? Parce que c'est là où on va dépenser le moins de carbone. Je prends une matière qui est déjà créée, donc je n'ai pas toute l'énergie dépensée pour la recréer ou pour la créer tout simplement, je n'ai juste qu'à la déplacer. Imaginez-vous, je vais chercher des matières à l'extérieur de Paris ou à 5 km de Paris, eh bien, je vais dépenser 1 kg de CO2. Et puis après, je vais juste le monter et tout. Donc imaginez le rapport entre la dépense carbone, voilà, d'un élément qui est juste réemployé et d'un autre qui est totalement fait sur mesure, où le bois, l'okoumé va venir d'Afrique, et puis après il va avoir le collé, enfin toutes ces choses-là. Et je ne parle pas de l'okoumé aussi, parce que j'ai fait intervenir quelqu'un à Camondo sur ces questions-là, ça crée aussi des guerres civiles, bon, je ne vous raconte pas tout ça. Mais bon, en tout cas, le réemploi, c'est le luxe pour l'environnement. L'autre, le recyclage, c'est pas mal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez dans toutes vos étiquettes écrit recyclable, mais très rarement recyclé. En fait, il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tout petit pourcentage qui est recyclé. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, les filières ne sont pas du tout encore assez, on va dire, matures pour pouvoir vraiment avoir une filière totalement responsable en termes de recyclage général. Et le recyclage, ça veut dire qu'on refait la matière. On la prend, on la broie, on la chauffe, et après on la refait fondre pour recréer cette matière-là. Donc on a une dépense d'énergie beaucoup plus importante. Donc, malgré tout, si vous voulez en fait dépenser le moins de carbone possible, le réemploi est sûrement l'une des meilleures manières de faire. Voilà, c'est le luxe. Et le réemploi, ça demande aussi de travailler autrement. C'est-à-dire que vous travaillez à partir de la matière, de ce que vous trouvez, de votre contexte, et qui en fait fait partie prenante de votre métier. En tant qu'architecte d'intérieur, vous travaillez avec le contexte. C'est votre ADN. Et donc c'est ça qui est super intéressant, c'est ce qui fait que vous avez un métier d'avenir. C'est quand même génial, non? Et donc il faut créer Ourin là. Et donc ça ici, donc, parce que vous allez réhabiliter, vous allez travailler avec l'existant, vous allez peut-être parfois mettre juste un coup de peinture au lieu de tout détruire et reconstruire un bâtiment. Le décor fait toute son utilité, parce qu'en fait justement par des petites touches, on va redonner en fait une forme ou de la valeur à un espace qui était totalement dévalué préalablement. Donc ça, c'est un point important. Je vais juste après passer à pouvoir exemplifier un projet qu'on a fait justement pour Camondo, pour que ça puisse illustrer.
Donc ça, c'est par exemple des meubles qu'on a fait à l'école Camondo Toulon, qui s'appelle les Servants Camondo. Voilà. Et donc à Toulon, ce qu'on a essayé de faire, c'est que l'ensemble des mobiliers qui sont réalisés soient issus d'une filière de réemploi. Donc ça, c'est compliqué. Quand on a 2000 mètres carrés à faire et qu'il faut trouver une matière, parce que vous voyez, vous pouvez trouver des petites planches à droite à gauche, mais quand on veut trouver un gros volume, c'est compliqué. Donc on a trouvé un gisement de matière qui est le contreplaqué marine, qui est en fait une chute régulière d'une usine en fait, qui fait du contreplaqué marine. Donc c'est un contreplaqué, donc des fines lames de bois collées les unes avec les autres, sur lesquelles on met une genre de résine bien chimique d'ailleurs, malheureusement. Et après tout ça, ils enfouissaient parce que les fins de chute étaient avec des défauts, donc ils enfouissaient sous terre. Et puis après, nous on a trouvé quelqu'un qui les récupérait et qui nous a revendus. Donc on a réussi à avoir des très gros tonnages. Ça c'est intéressant, mais seulement on ne va pas s'amuser à faire des patchworks de plein de matières différentes parce que c'est compliqué. Donc on a essayé d'utiliser que cette matière. Donc cette matière va être la contrainte esthétique de notre projet. Vous voyez ? C'est que tout pourrait être blanc à Camondo. On pourrait se dire, en fait, voilà, c'est la seule matière que j'ai, tout va rester blanc. Voilà. En plus, l'intérêt de cette matière, c'est qu'on peut écrire au Velleda et effacer dessus. C'était une des contraintes qu'on cherchait, parce que cette résine permet d'en faire aussi un tableau et tout. Donc ça permet plein d'usages différents. Mais on se dit, on veut quand même amener et réfléchir à une esthétique qui nous est propre. Donc le réemploi, ça va être quoi ? Le travail de la surface. Je vais remettre à neuf, je vais redécorer, je vais plaquer avec d'autres éléments que je vais sourcer. Et donc là, par exemple, ici, on a souhaité en fait revaloriser des matériaux locaux du sud de la France, je parle au sens général, et en fait de pouvoir les reproduire en peinture décorative. La peinture décorative, c'est quoi ? C'est un métier d'art qui existe depuis des centaines d'années, qui est utilisé pour reproduire des faux matériaux. Voilà. Et des facsimilés, c'est-à-dire que même à l'œil nu, on a des difficultés à voir si c'est du vrai ou du faux. Et là, l'intérêt, c'est de vous dire, en fait, vous avez une matière qui est désuète, issue d'une filière de réemploi, et je vais pouvoir en faire des effets qui sont marbrés, juste avec une technique qui est de la peinture, où j'ai quelqu'un qui vient sur place et qui va juste peindre. Vous voyez ? Je n'ai pas tout le process de création, d'élaboration, de fabrication, enfin du marbre plutôt de production, voilà, des plaques de marbre. Donc tout ça, c'est assez important. Vous voyez comment on peut trouver d'autres techniques. Donc je vais travailler majoritairement la surface et le décor. Et c'est là où on se rejoint beaucoup avec GSV aussi, je pense, sur justement l'esthétique aujourd'hui générale du décor comme valeur aussi fondamentale par rapport aux enjeux écologiques. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Et donc, vous voyez, donc ça, c'est des étapes. Il y a 5 étapes de peinture. Et puis après, ça donne des choses comme ça. Alors là, c'est assez saturé, les peintures. Mais après, l'objectif, c'est aussi de faire des échantillonnages. Ici, vous avez des échantillons de pierre qu'on a trouvés avec un géologue de la région qui nous a dit, voilà, vous avez ces pierres-là, ces carrières-là qui n'existent plus. Et donc, c'est ces pierres-là, la serpentine de la Mole et d'autres. Et on va les identifier et les reproduire en peinture. Et non pas les extraire. Voilà. Et vous, en plus, dans l'environnement d'apprentissage, ça vous fait une matériothèque à échelle 1. Voilà. Donc ça joue aussi en termes d'environnement d'apprentissage. Et là, vous avez le Grand Antique. Alors, Grand Antique, il y a une carrière qui viendrait ouvrir, mais sud de la France, plutôt Pays Basque. Et ça, c'est le porteur de Saint-Maximin, voilà, qui est des carrières qu'on peut trouver voilà, vers Saint-Maximin, dans le sud de la France. Vous trouverez beaucoup de sonnettes à Marseille qui sont faites avec cette pierre-là, par exemple. Ça, vous pourrez le retrouver assez régulièrement. Je m'arrête là. L'objectif, c'est de passer la parole. Et après, je pense qu'on fera des dialogues. Très bien. Merci. Alors, parfait. Je prends le câble. Alors, je vais mettre ça. Tac. Hop. Donc bonjour à toutes et à tous. Pour suivre un petit peu dans le sujet, moi je vais m'appuyer essentiellement sur un seul projet. Projet qui a été réalisé donc, au 19e, donc très rapidement. Le 19e, c'est une grande manufacture où Chanel, qui possède beaucoup de maisons d'art, des manufactures d'exception, chapeliers, bottiers, etc. Ils ont rassemblé tous ces gens-là là-bas. Donc il y a 11 maisons, c'est une magnifique manufacture dessinée par Ricciotti. Et dans ce projet, ils ont décidé d'ouvrir une galerie, un lieu qui se devait d'être extrêmement polyvalent, très versatile, puisque s'ils donnent des concerts, des défilés. À des moments donnés, des jeunes créateurs peuvent exposer, vendre des pièces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des conférences, voilà. Et donc, ils nous ont demandé de définir en fait le programme
de ce lieu et d'imaginer avec quoi, avec quels équipements, avec quelles architectures on allait pouvoir faire tourner cet espace, en espérant aussi, à chaque fois qu'on doit changer de configuration d'un concert à un défilé, être très très léger en manutention, pour ne pas appeler des entreprises qui vont se déplacer, qui vont bouger les cimaises, les défaire, etc. etc. Voilà, donc ça c'est le lieu vu de haut. Donc il y a près de 1000 mètres carrés avec un espace hyper polyvalent qui permet de faire des expositions et au devant un café. Et donc c'est Chanel en fait qui nous demande aussi de, si possible, être dans une approche un peu soutenable du dessin des choses et tout ça. Donc évidemment, ça nous intéresse et on leur dit bah ok, on va tenter le coup jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'est l'espace. Donc la première chose a consisté à dessiner une architecture mobile. Ce sont de très très grandes cimaises. Alors pardon, tout n'est pas en réemploi. Par contre, tout ce qui n'est pas en réemploi est en bois. Voilà, je précise parce que voilà, le bois on peut le gérer. Il dépense du carbone, mais il en absorbe aussi, bon bref. Donc voilà, avec une chose aussi, c'est-à-dire quand on ne peut pas directement s'approvisionner en réutilisation ou en matériaux recyclés, il y a aussi toutes sortes de labels qui entourent les matériaux, mais vos professeurs vous l'apprendront très bien, et qui permettent de certifier que cette ressource, elle est correctement gérée et voilà, voire renouvelée. Donc voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie sur des mobiliers. Et donc effectivement, moi une partie de mon propos va être sur cette question de la versatilité, c'est-à-dire comment on donne finalement plusieurs fonctions à une même chose. Comment ce meuble que je vais vous montrer dans un instant, voilà, qui est une espèce de boîte peut aller se stocker dans un coin, il y a des similitudes avec ce que Paul vous a montré, peut libérer plusieurs usages, que ce soit, on peut les utiliser vite pour faire des sets d'exposition, ce sont des ateliers, ce sont des workshops, on peut y faire un mini étalage pour vendre des choses, etc. Je vais aller vite, à peu près. Voilà. Et voilà. Alors, et en même temps, on s'inscrit chez Chanel. Donc ça, c'est le studio qui est en fait une salle pour son président, son directeur, et où on souhaite, ne pas être dépendant de cette image d'éléments recyclés ou justifier le projet, même si les finitions ne sont pas acceptables, par le simple fait que dire oui, mais c'est recyclé. Et voilà, là-dessus, donc il y a plein de gens qui font plein de choses très intéressantes. Et ce qui nous questionne, c'est comment on peut dépasser les esthétiques qui tombent un peu, qui se répètent un peu souvent. C'est fait que voilà, on voit beaucoup de trucs en palettes de récupération, parce que les palettes, il y en a des millions de tonnes en fait qui circulent. On les brûle bêtement, etc. Donc, mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut essayer de changer les esthétiques par rapport à ça. Un petit détail aussi ici, donc on a les textiles. Chanel a des énormes stocks de textiles qu'ils ont tout d'abord produits pour de la confection vestimentaire. Ils sont obligés d'en produire beaucoup parce que c'est des choses très particulières. Et puis après, selon les commandes, les rouleaux produits ont été consommés ou pas, mais ils sont obligés de les avoir consommés si tout d'un coup leurs clientes veulent quelque chose rapidement. Et donc, c'est aussi poser la question de comment on pouvait les réinjecter. Donc, ça paraît rien, mais sont posées là aussi des questions sur comment on fait passer un textile de confection à un textile d'ameublement, et donc sa résistance au feu, sa résistance à l'usure, etc. Donc ça a été toute une aventure de faire tester en fait ces matériaux, d'embarquer des laboratoires qui nous ont accompagnés pour pouvoir s'assurer que malgré tous les efforts qu'on fait au recyclage, bien, on ne met pas non plus les occupants et les bâtiments en danger. Et le feu reste une des contraintes les plus importantes qu'il ne faut jamais oublier, évidemment, dans les espaces recevant du public, mais pas que. Voilà, donc on a travaillé avec les tissus de Chanel. Alors, pareil, une grande table de réunion, mais pareil, et tout d'un coup, ils font un dîner, ils font des petites tables, des machins. Donc, c'est tout simplement une table qui se divise et qui se recompose. Donc, derrière tous ces dessins, il y a une espèce de nombre comme ça, pas forcément en or, mais qui permet que les choses s'assemblent. Tous les canapés, je vais vous montrer un petit film après. Ah, voilà, pareil, comment on fait un vestiaire qui apparaît et qui disparaît? Des grands rideaux, parce que tout d'un coup, il y a une soirée, il y a 90 personnes qui se pointent, alors que juste avant, il y avait un défilé dans le couloir. Et voilà, donc on a regardé en fait à quoi on pouvait, dans cette répartition entre l'archi et l'objet, encore une fois, c'est bien saturé, c'est très beau.
un petit peu. Voilà, imaginez le double emploi des choses. Donc ça, c'est un autre modèle, c'est très intéressant, mais voilà. Ok, on a compris. L'Agora. Ah ouais, d'accord, très bien. L'Agora, qui est donc pareil, une espèce de grand pouf qui permet tout d'un coup de déployer une petite conférence où on aurait 40 personnes qui viendraient écouter magnifique conférencier. Voilà, alors des luminaires en cuivre recyclé, voilà, qui ont un petit clin d'œil aux gaines techniques du bâtiment. Tac, 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 qui seraient tombés, puis qui auraient été martelés par un savoir-faire tout à fait hors norme de Dinandier. Voilà, après, je vais vous montrer des films et je reprendrai la parole. Voilà, en gros, alors, pareil, on est allé, alors Chanel évidemment font des défilés absolument magnifiques et emploient beaucoup de mobilier. Ils ont beaucoup de stocks de mobilier, de trucs, etc. Donc on est allé dans leur stock et on a trouvé des chaises qu'on a décidé de retapisser avec leur surplus de textile. Donc ça, c'est le concept. Attends, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Et après, vous allez voir à peu près les objets. Ossature de canapé qu'on a fait, on les a désossés de leur textile qui était abîmé et on a utilisé des entreprises de réinsertion en fait qui permettaient de faire ce travail assez simple. Donc il y avait aussi ce jeu plus large autour du développement durable, d'avoir aussi des aspects comme ça sociétaux. Voilà les canapés qui ont été, vous vous en doutez, peints à la main, comme l'a très bien expliqué Paul, qui coûtent moins cher que... Alors voilà, après je vais passer au film je crois. Voilà, le marié. Gros travail sur la peinture. Alors, peinture décorative, peinture iridescente, enfin prismatique pour être tout à fait exact. Et du coup, je m'arrête un instant là-dessus parce que ça fait en fait un moment, ça fait près de 3 ans en fait qu'on travaille sur la peinture, sur des peintures, qu'elles soient issues de techniques industrielles ou anciennes de peintres décorateurs, parce qu'on considère que c'est un agent extrêmement puissant de transformation de l'existant. Voilà, vous pouvez faire passer d'un état à un autre une chose en appliquant des peintures, en travaillant en fait comme des faussaires. Et je trouve que, j'aime bien dire ce terme parce que je pense que c'est une pratique à la fois qui est hyper excitante, c'est-à-dire qu'il s'agit de tromper, il s'agit de leurrer, il s'agit d'être un peu comme ça, de jouer en fait pour donner des apparences différentes et nouvelles aux choses et en s'appuyant au maximum sur la matière qui existe. Voilà. Et parce qu'on parle effectivement de réemploi, mais il y a tout un pan qui consiste à identifier finalement les techniques qui sont malines, qui ne sont pas trop coûteuses et qui permettent de changer du tout au tout un espace ou une matière. Voilà. Après, avec encore une fois les contraintes qui sont celles de la résistance de table de café, etc. Hop. Ça, c'est juste, je vous montre quand même ce qu'on... je ne sais pas si vous savez ce qu'est un dinandier, mais c'est quelqu'un qui fabrique des volumes à partir d'une feuille, donc c'est très beau, ça ressemble beaucoup à de la couture d'ailleurs. Tout est martelé à la main, donc voilà, alors le temps. Et là aussi, gros travail de mise au point. Je le dis parce qu'en fait, ça a pris quasiment 30% du temps, en fait, la mise au point des définitions. Voilà, donc on aimait beaucoup ne pas utiliser de peinture pour faire apparaître les couleurs dans le cuivre, donc on les a brûlées en fait à la flamme, et à partir de là, on fait apparaître un spectre tout à fait étonnant de couleurs, mais comme c'est juste une oxydation, en fait, ça disparaît. Et donc, il fallait trouver un moyen de le fixer et d'aller chercher des techniques, là pour le coup, de peinture industrielle. Parce qu'en fait, vous ne le savez pas, mais quasiment la moitié des objets autour de nous, voire 70-75%, des plastocs, etc., tout est peint. Donc ces gens-là, en fait, ont un savoir-faire de dingue. Aujourd'hui, il y a des peintures beaucoup moins polluantes aussi qui apparaissent. Et encore une fois, c'est un moyen tout à fait étonnant de fixer les choses, de les protéger. Voilà, c'est ce qu'on obtient par flammage, des grands luminaires, et qu'on arrive à fixer avec des vernis prismatiques, ce qui fait qu'on garde le truc. Voilà. Ça, c'est l'objet tel qu'il existe à la fin. Voilà. Là, c'était pourquoi? Pour montrer une tâche, j'en sais rien. Voilà. Ça, c'est le café. Alors, tous les canapés sont sur roulette. Il y a tous ces petits modules comme ça qui s'emboîtent et qui permettent de faire une très grande table, une petite table, des micro-salons avec les trucs. Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau, on n'a rien inventé là-dedans. Ça, c'est les simèzes monumentales qui se déplacent. Et voilà. Alors ça aussi, je l'ai mis parce que je trouve ça intéressant. C'est-à-dire quand on dessine à cette échelle-là, en fait, nous, on fait toujours des proto-échelles, quitte à venir avec 200 mètres carrés de carton, mais de tout simuler, puisque dans l'archi intérieure, par rapport à l'objet, vous faites quelque chose d'un peu plus impactant, c'est que vous fixez quand même les conditions de réception et de travail des gens pour un moment, et il faut absolument valider toutes les échelles pour ne pas leur faire un mauvais cadeau.
Voilà, ça c'est le lieu au départ. Voilà. Donc je vous montre un petit film très rapide qui a un intérêt, je crois, si on a le temps, c'est de montrer tous les gens en fait qu'il y a autour. Euh, et en fait, mais on y reviendra, je pense, tout ce que ça suppose dès lors qu'on s'attelle à ce genre de choses. Ça marche? Pourquoi j'ai pas de son? Bon, on s'en fiche en fait. C'est sous-titré. Hein? Non, je te le conseille pas de m'encourager dans ce genre de performance. Oui, alors donc voilà, ça c'est Perron et Frères. Donc alors, en fait, on a fait un truc, oui, j'ai oublié de le dire, c'est qu'en fait, on a pris une espèce de compas comme ça et on a regardé tous les gens qui avaient Aubervilliers, parce que le 19e était à Aubervilliers. Alors, il y a quelques trucs où on n'a pas pu tenir cette règle, notamment des tapissiers de luxe, hein, qui sont les ateliers Jouffre. Ça, c'est Initiative Solidaire, donc à Aubervilliers. Et donc, c'était aussi voilà, d'aller voir en fait les savoir-faire. De voir ce qu'ils avaient en stock, qu'on pouvait réemployer, et puis en fait de définir aussi la finition des choses en fonction de leur capacité, parce que eux, leur premier objectif, c'est que des gens qui ont quitté le travail ou qui n'en ont jamais eu apprennent par le travail à revenir dans une vie à peu près normale, et donc on ne peut pas leur faire faire n'importe quoi. Donc il y avait cette association avec finalement Initiative Solidaire sur les canapés et Jouffre, qui est un des très très grands tapissiers, et qui lui aussi, alors que c'est des artisans d'exception qui sont plutôt dans le luxe, commençaient à être intéressés à se déplacer vers ces projets-là. Là, on voit la dinanderie. Mais je dis ça parce qu'en fait, nous, pour le coup, je vais être aussi très honnête, on n'a pas été vertueux parce qu'en fait, il y a eu plein d'allers-retours entre la dinanderie, la peinture, etc. Donc, mais on s'est servi de ce projet pour le 19e. Comme d'un labo en fait, pour éprouver la réalité du process. Si on devait passer entre plusieurs mains, comment on fait, on essaie d'utiliser des mousses recyclables aussi, mais c'est pareil, ils ont dit on ne sait pas le faire tout à fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas le bon coup de main encore, mais ça nous intéresse, on va essayer, etc. Et donc il y a tout un mouvement à lancer, voilà. Donc ça c'est tous les workshops. Qu'on appelle une scie. Ouais, donc le lieu il est ouvert aujourd'hui, vous pourrez voir les choses si ça vous intéresse. D'ailleurs il y a un petit cycle de conférences. La peinture, voilà, magnifique outil. Et effectivement, on ne souhaitait pas qu'à la fin, on traîne cette esthétique. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui s'y intéressent, on peut leur dire qu'effectivement, on a essayé de faire des efforts et qu'on a mis en œuvre un certain nombre de choses pour s'inscrire dans cette logique, mais ce n'est pas là-dessus qu'on s'appuie. À la limite, si ça disparaît, tant mieux, en fait. Parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas... Ça doit devenir une chose qui intrinsèquement est dans les objets, mais voilà, on n'est pas obligé forcément de... Enfin, on ne voulait pas nous justifier l'esthétique des choses par rapport à ça. Et c'est là où ça se complique finalement. Bon, cabine de peinture. Hein. Et donc voilà, donc tout est fait à la main, vous l'aurez compris. Et tout repose d'une certaine manière sur l'excellence de cette main. Et c'est là où on fait des liens, mais qui ne sont pas forcés, parce qu'ils sont obligatoires, avec l'artisanat, en fait. Avec des gens qui connaissent les matières comme personne, qui connaissent leurs limites, qui aussi
pour certains, ont reçu des formations très complètes avec des savoir-faire très très vieux et qui sont à réactiver carrément, pas par nostalgie, parce que les gens à l'époque travaillaient, faisaient des patines, pas avec des produits chimiques en fait. Tout était là, donc il y a un gisement de matière, tu l'as dit Paul, mais il y a aussi un gisement de savoir-faire, de process, de finition qu'il faut aller chercher parce que c'est infini en fait, c'est carrément infini. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et puis on converse. Je prends le micro. Merci beaucoup. Je trouve qu'on a un fil rouge depuis ce matin, enfin pour certaines des conférences, c'est finalement c'est vraiment l'illustration de l'éco-conception, c'est-à-dire comment concevoir les choses de sorte qu'elles puissent être alors soit recyclées, soit être réemployées. Moi, j'avais une question qui m'est venue en regardant, je connais bien chacun de vos projets, par rapport à la question de la peinture décorative. Alors, je reviens encore sur ce que disait Aurélien Fouillet ce matin sur la question de la ruse. On est véritablement dans la question de cette ruse qui, je dirais, de cette astuce qui, dans ce triangle qu'il vous décrivait ce matin sur le principe de fabrication qui doit activer plusieurs principes, dont un qui est finalement la ruse, on va dire la magie, l'astuce, et la solution qui permet finalement de détourner un problème. Sur la peinture décorative, vous avez l'un et l'autre, dans les projets qu'on a vus, des approches différentes. Parce que, enfin, moi, ce que je comprends de l'approche que vous avez eue, vous, GGSV, avec le 19M, c'est pas forcément une peinture décorative qui reproduit à l'identique les choses, mais qui, je dirais, la suggère de manière plus impressionniste. Est-ce que c'est comme ça est-ce que je l'ai bien compris ou mal? Oh, tu peux dire mal. Hein. Non, c'est très bien. Et Paul, peut-être nous dire pourquoi toi tu es allé dans une forme de réalisme. Parce que ces deux approches qui partent de la même idée, mais qui sont finalement assez différentes dans le résultat. Tout à fait. Alors effectivement, enfin, nous on cherche pas, évidemment, on a regardé tous les marbres, etc. Mais quand on sollicite Mathieu, en fait, le marié, qui est notre peintre presque attitré, je dirais, on cherche pas forcément à reproduire des marbres existants. D'ailleurs, par le passé, au début, c'était appelé pour de la reproduction. Souvent, on pensait que c'était pour éviter de faire des économies de marbre, etc. Mais c'est faux. C'est juste aussi pour pouvoir aller recouvrir des parties qui sont extrêmement compliquées à faire en marbre, avoir une continuité. Et à partir de là, il y a des gens qui reproduisaient parfaitement et puis qui ont commencé à faire un peu différemment. Et on appelait parce qu'en fait, ils inventaient des motifs. Donc en fait, les peintres décorateurs, on les forme principalement à reproduire pour faire des décors, des faux décors. Mais ils sont aussi capables d'inventer pas mal de trucs. Donc nous, on va volontiers dans des couleurs qui sont très rares ou qui n'existent pas. Et le truc que j'essaie de montrer, c'est que voilà, si vous imaginiez tailler dans un seul bloc de marbre une étagère comme ça, c'est pas possible. Et donc là aussi, on a l'impression que c'est usuel, mais c'est voilà, comment est-ce que les veines pourraient se poursuivre entre tous les volumes de l'objet. C'est ça que donne la possibilité d'une peinture qui vient après, c'est qu'on peut tout unifier en fait. Et on voulait donner cette idée que voilà, donc on est entre le nuage, le minéral, le végétal, et ça crée, voilà, puis il y a un petit côté un peu classique aussi, mais quand on regarde de près, l'échelle des pierres qui auraient cette échelle-là, elles sont un peu rares, voire inexistantes, voilà, donc ça permet aussi de jouer tout en ayant l'impression de trouver quelque chose, tout en ayant l'impression que voilà, c'est très présent, mais c'est pas non plus de tape à l'œil. Parce que c'est aussi un espace dans lequel des créateurs vont s'installer, des créateurs vont prendre la parole, vont vivre, vont moduler. Et c'était aussi ce juste truc, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une écriture qui dit vous n'êtes pas n'importe où, il y a un travail, il y a des matériaux qualitatifs, etc. Et quand c'est vide, on va dire, il y a quand même une petite identité, mais que l'espace puisse être pris, les objets puissent être utilisés par d'autres et que les autres puissent se déployer. Et ça me paraît aussi extrêmement important. On pourrait élargir sur la question de l'usage, mais de faire en sorte que les choses puissent être utilisées le plus possible par le plus de gens et dans le plus de configurations. Ça, c'est le garant d'une limite de consommation, sans se lasser si possible. Alors, à toi, Paul, toi, je dirais que tu es dans une approche qui est plus coup de poing, d'une certaine manière. Alors, je dois te dire une chose. Quand Paul m'a proposé il y a maintenant 3 ans, ce mobilier en peinture décorative, j'avoue, j'étais dubitatif.
parce que je me disais, mais introduire ça dans une école avec cette esthétique qui va quand même reprend cette grande tradition de la peinture décorative, répond à des codes, à des codes du luxe. Est-ce que c'est véritablement approprié? Est-ce que ça ne va pas être trop décoratif? Et je dois dire qu'au final, j'ai un peu fermé les yeux. Je dis, allez Paul, on y va, on te fait confiance. Et le résultat est assez fort et assez impactant parce qu'il définit aussi une forme de, enfin, selon moi, une forme de nouvelle écriture aussi. Et alors c'est vrai que là, dans ton projet, tu es plus dans, je dirais, dans la reproduction à l'identique de ces pierres, mais c'est ce qui, je dirais, donne aussi un certain impact. C'est pour ça que je parle de coup de poing, parce que ces meubles ont une présence extrêmement forte pour structurer l'espace. Quelle est ton intention? C'était l'intention. Effectivement, j'ai vu René Jacques littéralement se décomposer devant moi. Mais après, ça fait partie aussi de votre métier de aussi convaincre de vos idées et de persuader aussi. Et ça fait partie prenante de votre projet. Vous n'êtes pas aussi que sur des planches de style, dire bon, ça va être comme ça dans tel style. Non, c'est aussi, ça fait partie de votre force de persuasion et aussi, ça fait partie de vous. Voilà, à quoi vous croyez et aussi à montrer à quoi je crois et où est-ce que je veux mener le projet. Effectivement, l'enjeu, c'était deux choses. C'était de montrer qu'on peut faire autrement du réemploi et que le réemploi, c'est pas que du patchworking, c'est pas qu'une esthétique qu'on voit partout, qu'on peut travailler une surface et en plus montrer qu'on n'a pas besoin d'extraire de matière. Je crois que c'est aussi le gros message dans une école d'architecture intérieure. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que insérer ce genre de projet dans une école d'architecture intérieure avec des techniques qui sont liées au décor, c'est aussi passer un message qui, pour moi, pour des personnes qui sont en cours d'apprentissage, est un message qui doit être fort, voilà, et qui doit permettre de, à chaque fois, maturer sa pensée, et parce qu'on travaille beaucoup, nous, sur les environnements d'apprentissage, et tout environnement nous permet d'apprendre autant la qualité spatiale que les matières qui habitent cet espace-là. Et donc ça, c'est l'enjeu aussi. Et donc, effectivement, l'objectif, c'était d'être un peu coup de poing, de dire, voilà, on en a aussi un peu marre de voir des maps partout, on en a marre qu'on nous parle toujours d'écologie, mais c'est pas trop écologique. Où est-ce qu'on va? On va essayer de réfléchir vraiment à des techniques qui sont liées à notre métier et d'essayer de l'incarner dans une école en plus qui forme à ce métier-là. Voilà. Ça, c'était vraiment l'enjeu. Et après, juste pour faire deux petites parallèles par rapport à la peinture décorative, il y a deux écoles en peinture décorative qui ont été très connues. Il y a l'école italienne, qui ne sont pas vraiment des facsimilés, qui sont des formes de stylisation des marbres. Voilà, vous les verrez beaucoup dans les églises italiennes, les églises baroques ou ces choses-là. Et après, vous avez l'école plutôt hollandaise, voilà, qui est une école belge en particulier qui est très connue. Voilà, et donc là, on travaille beaucoup les facsimilés. En facsimilés, j'entends les reproductions vraiment à l'identique. Donc ça, et vous avez une peinture décorative liée, on va dire, plutôt au projet pérenne, et une peinture décorative qui est plutôt liée au cinéma aussi, qui sont encore d'autres, où en fait le cinéma, vous avez beaucoup de peintures décoratives, énormément, le métier est assez répandu, et par contre vous avez une stylisation, enfin pas une stylisation, plutôt un travail qui va être moins persuasif en termes de reproduction qu'un peintre décorateur qui va être habitué à travailler sur des choses pérennes, donc des choses sur le long terme. Voilà. Et donc parfois même on va aller, on avait fait un workshop chez Duval et Moller l'année dernière avec des étudiants, pour vous dire, ils ont même des clients qui ont du vrai chêne, et des cœurs de chêne super beaux, et le veinage des chênes ne leur convient pas, ils font la peinture décorative sur le veinage pour refaire un faux veinage sur le bois qui est un bois massif. Oui. Donc pour vous dire jusqu'où va la peinture décorative. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire du faux et jouer sur vraiment toutes les apparences. Alors là, moi je ne vous pousserai pas jusque-là, parce que je pense que là on pousse à certains extraits, parce que le cœur de chêne ça coûte très cher, ces choses-là. Mais je pense que voilà, vous verrez les facsimilés de bois, c'est hallucinant. On a l'impression de voir du vrai bois. Voilà. Après, si je peux me permettre de rappeler un argument qui m'avait marqué sur le choix de ces reproductions de minéraux à Camondo, c'est que tu avais la dernière fois parlé d'un projet, tous les projets sont situés. Il y a, je crois, une grande carte géographique dans l'école qui explique où est cette école, qui la remet au milieu de la Méditerranée. Et le choix aussi de ces pierres, ce sont toutes des pierres qui sont disponibles dans le territoire et qui agit comme un catalogue de connaissances des ressources pour peut-être amener à de la pratique vernaculaire ou autre. Mais voilà, donc ça fait aussi, une vocation à enseigner certaines choses. Voilà.
Je pense qu'il y a une autre ligne assez forte dans vos projets. Alors c'est très amusant parce que ces projets en fait se sont conçus et construits en parallèle avec des choses. Alors je ne crois pas que ce soit une question d'air du temps parce que je crois que vous êtes plutôt pionnier dans la manière de mener ce type de projet et avec ce type d'écriture. Euh, Il y a un aspect, moi, que je trouve vraiment intéressant, et tu l'as évoqué, Stéphane, et ça rejoint aussi la dénomination de ces mobiliers de Camondo qui s'appellent des servants, et dont les usages sont multiples. Et vous avez, les uns comme les autres, conçu en fait des dispositifs transformistes, qui peuvent épouser. Alors voilà, je ne vais pas répondre à votre place, mais voilà, qu'est-ce qui a été le point de départ de votre réflexion? Est-ce que c'était une demande du commanditaire ou est-ce que c'est vous qui avez, je dirais, suggéré cette dimension multi-usage et transformiste des choses? Non, en fait, oui, c'est une demande. Enfin, nous, quelque part, c'est une demande, mais à l'époque, la demande, elle se formule en besoin. C'est-à-dire, on a besoin d'un lieu qui puisse changer. On aimerait qu'il y ait un marché le matin, une conférence l'après-midi, etc., etc. Et là, effectivement, on s'est demandé qu'est-ce qu'on trouve comme permanence et est-ce qu'il faut faire un shop, une boutique qui occuperait une partie de l'espace. Est-ce qu'on sait confier ça à du mobilier? Et il y a tout ce truc intéressant de bascule entre est-ce que c'est de l'aménagement ou est-ce que c'est de l'équipement? Voilà. Et donc moi je leur disais, on va faire des équipements, mais entendez ça au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on va vous équiper avec des choses qui vont vous permettre d'aménager. Voilà. D'aménager. Et donc, alors après, c'est compliqué parce que les meubles, ils pèsent 1 tonne. Enfin, j'exagère, ils pèsent 400 kilos, mais 400 kilos, c'est énorme. Et donc voilà, donc, comment tu mets ces trucs? Et puis nous, on voulait vraiment que ça ressemble à des petits cabinets, presque des secrets. Pas une serrure apparente, pas un truc, voilà. Donc on a poussé peut-être un peu trop loin. Et à un moment donné, je pense qu'il aurait fallu mettre ces poignées de fly-case et des angles en métal pour tout renforcer. Donc on voit aussi la limite de ce truc. Mais voilà, et c'était vraiment ça la réflexion. Et d'ailleurs, je profite pour dire 2 choses. La première, c'est que les lieux aujourd'hui, les activités de lieux culturels, sociaux, ils ont quasiment tous cette demande-là, de pouvoir faire 1000 choses, et si possible, voilà, sans trop de moyens pour les bouger. Donc c'est aussi une demande, parce qu'on n'a pas inventé la roulette, hein, et puis voilà, un meuble sur roulette, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, un spectacle vivant, c'est comme ça qui... Voilà. Mais en même temps, je citerai Michael Bangard qui dit, aussi intelligent qu'on se croit, on a quand même mis 400 ans à mettre des roulettes sous nos valises. Hein. Donc, tu vois, on met aussi du temps à parfois trouver des trucs simples. Et donc voilà, donc tout va sur roulette pour bouger. Mais là aussi, c'est intéressant pour nous tous qui sommes à la frontière entre le design objet et l'architecture. Les Italiens qui ont pété la gueule aux architectes à un moment donné, ils ont dit effectivement, c'est pas l'architecture qui fait le lieu. Pas architecture. Tu peux habiter un château d'eau, tu peux faire une salle de concert dans un hôpital, tu peux, voilà. Qu'est-ce qui, à un moment donné, va faire que la chose, elle est attribuée? C'est les objets. C'est les objets qu'il y a dedans. L'architecture intérieure. Exactement. Mais ouais, non, mais voilà. Non, mais du coup, et c'est vrai que dans tout ce qu'il y a devant nous, parce qu'on a parlé de stocks de matériaux, mais il y a des stocks de bâtiments complètement dingues qu'il va falloir bouger, transformer, habiter, et ce qui s'ouvre en termes de potentiel est très intéressant. Et qui engage un autre truc, c'est comment on rénove des surfaces entières, des plafonds entiers. Enfin voilà. Mais je te passe la deuxième partie de la réponse. Mais voilà, en gros, juste pour quand même répondre à ton truc, le client a des besoins et c'est à nous de choisir sur quels équipements on les confie. Et voilà. Oui, ça me permet de rebondir, c'est que un des enjeux aussi, je pense, de la mobilité à Toulon, il y avait 3 choses pour moi. Une première chose qui est quand même fondamentale, c'est la vertu pédagogique des outils mobiles à Camondo, c'est qu'en fait ça permet en fait de créer des situations pédagogiques suivant chaque type d'enseignement et aussi de vous configurer les espaces comme vous le souhaitez. Ça, je pense que c'est un point important, c'est que la mobilité, ça marche pas partout. La mobilité, on peut vous dire espace modulable, je veux faire du modulable, je veux faire du modulable. Le modulable, vous allez dans des bureaux, par exemple, où des gens travaillent 8 heures par jour, vous verrez que c'est très peu modulable. Vous allez dans une école, par contre, c'est ultra approprié.
parce que chaque enseignant a sa manière de pouvoir agencer l'espace. Et puis l'espace aussi, c'est une manière d'apprendre, que je vous le dis. L'impact pédagogique de l'espace est absolument fondamental. Pour vous dire juste une chose très simple, on a tous entendu « je vais aller au coin ». Voilà, je vous mets au coin. Le coin, c'est parce qu'une salle de classe, c'est un coin. Mais si la salle de classe n'avait pas de coin, comment on ferait? Juste, en fait, ça crée des terminologies, vous voyez. Ça crée plein de rapports pédagogiques. Et donc, toutes ces choses-là font que changer l'espace, changer ce rapport-là, change radicalement les modes pédagogiques et les manières d'enseigner. Et donc, ces points-là aussi, ça participe aussi à penser une école aussi qui peut se déplacer aussi en dehors des murs. C'est-à-dire qu'en fait, l'école Camondo peut investir son territoire justement pour pouvoir le comprendre et travailler avec. C'est pour ça qu'il y a des grandes cartes du territoire qui vous permettent de situer et de vous situer par rapport au territoire. L'écologie, c'est une science située. C'est comprendre les relations que l'on entretient avec son contexte le plus proche. C'est ça l'écologie. C'est la science du contexte. C'est comme ça qu'elle était définie à la fin du XIXe siècle. L'écologie, ce n'est pas qu'un parti politique. C'est principalement la science du contexte. Donc vous voulez faire un projet écologique, vous regardez les relations de manière générale de la matière avec votre environnement, les relations humaines, les usages. Ça, c'est un projet écologique de manière générale. Sinon, c'est du développement durable. Le développement durable, c'est plus technique. Voilà. On parle de développement. Donc ça, c'est un point, premier point. Deuxième point, la mobilité, ça permet la réversibilité. C'est que si aujourd'hui, je pense un projet écologiquement, entre guillemets, et qu'il n'est pas à 100%, par exemple, il y a un réemployé, mais que je me dis que dans 20 ans, 30 ans, l'espace va peut-être changer, eh ben cet espace, il faut qu'il puisse servir à autre chose. Donc on a fait un grand plateau, ce grand plateau, il peut servir à autre chose, il peut servir à plein d'usages. Mais aussi le mobilier pourrait être utilisé dans d'autres espaces, pour d'autres usages. L'objectif, c'est qu'on ne le jette jamais, ou qu'il puisse être réutilisé dans d'autres conditions. Et ça doit être l'une de vos priorités dans vos projets. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser au mode de conception et de réalisation. La réalisation de votre projet conditionne la réutilisation de vos éléments par la suite. Donc votre connaissance, ça doit être plurielle et avec un sens assez large. Et puis troisième chose, il y a les normes. On avait un temps assez court et vous êtes soumis à beaucoup de normes quand vous faites des ERP, donc des établissements au sein du public. Et vous verrez qu'une des normes qui vous permet de faciliter parfois certains agencements, c'est de déclarer les éléments comme des mobiliers. C'est-à-dire que le mobilier n'est pas soumis à toutes les normes anti-feu, par exemple, et c'est une ruse, et permet en fait de pouvoir créer des espaces plus simplement en termes de déclaration aussi pour un permis de construire. Voilà. Ou un permis, une déclaration préalable, ces choses-là. Et donc nous, ça nous a facilité pas mal de choses, de déclarer tout en mobilier quasiment. On avait quelques gros mobiliers, les gros mobiliers nous impliquaient le fait qu'on ait des résistances au feu particulières, mais ils étaient très rares, il n'y en a qu'un ou deux. Et le reste nous permettait d'avoir en fait une pluralité de matériaux qui n'étaient pas soumis à ces normes-là. Et donc ça, c'est quand même beaucoup plus aussi, ça nous permet en fait, parce que le réemploi c'est très compliqué en termes de normes, ça je ne l'ai pas dit, mais vous avez plein de choses qui font qu'on ne peut pas tous les utiliser parce qu'il faut des certificats, ça s'appelle des procès-verbaux, vous êtes obligé de donner au bureau de contrôle qui va certifier, fait que votre panneau de bois est certifié anti-feu M1, M1 c'est un des mieux, le M0 c'est le mieux, le M3 ou plus. Donc voilà, ça fait partie des contraintes générales qu'il va falloir que vous preniez en compte. Donc, passer ça en mobilier, ça vous permet de ruser aussi de manière générale. Voilà. Je ne veux pas te contredire, mais je voudrais quand même dire une chose. Ouais, non, mais quand même. Non, dans le sens où c'est vrai, mais après, quand on regarde au niveau du feu, c'est toute une question de proportion. Si vous passez tout ça en polystyrène, parce que vous avez trouvé un super stock de polystyrène recyclé, vu la masse que vous allez mettre, elle devient dangereuse par rapport au bâtiment. Donc je vous dis ça, parce que si vous faites des scénos pour des copains, des machins, oui, on peut un peu échapper, mais après, dans une proportion, voilà, en tout cas, il ne faut pas déconner avec le risque. Je crois qu'on se rapproche un peu de la fin. Est-ce que je peux... tu avais un autre thème sur nous solliciter, sinon j'avais deux choses à te proposer. Une dernière question, si on est capable d'y répondre, mais parce qu'on l'avait évoqué, on a déjà fait cette conférence ensemble il y a quelques mois. Vous avez l'un comme l'autre, je dirais, une écriture très forte, avec une identité qui est assez remarquable dans tous les sens du terme. Voilà, qu'on la juge ou on ne la juge pas, en tout cas, on la remarque et moi je la trouve remarquable, voilà, c'est dit. Mais pour autant, je trouvais que la dernière fois, vous nous aviez aussi beaucoup touché sur une forme finalement d'humilité, en vous inscrivant dans une forme de chaîne historique, à la fois soit des matériaux, soit de l'histoire des arts décoratifs. Et ce serait peut-être aussi
Peut-être Paul, je te laisse répondre. Et peut-être Stéphane, si tu veux nous dire 2 mots, mais tu souhaitais peut-être dire d'autres choses avant, mais peut-être dire 2 mots sur l'intervention que vous avez faite aux Galeries Lafayette, qui est finalement cette forme de très grande ascension qui va du rez-de-chaussée jusqu'au ciel, à partir d'images 3D, mais qui sont une forme de très grande narration de ce qu'est toute l'histoire finalement des arts décoratifs. Donc peut-être je laisse Paul répondre sur ce rapport à cette forme d'humilité que vous avez en fait réellement. C'est une vraie valeur de se dire que vous êtes face à une matière, vous lui donnez la possibilité, elle existait avant vous, elle existera après vous, et dans la façon de concevoir les choses, vous vous placez dans cette posture de se dire que vous êtes intervenu un temps sur cette matière ou sur une forme d'esthétique que vous avez récupérée, que vous avez momentanément transformée. Oui, effectivement, c'est que on a toujours l'impression d'inventer des choses, mais là, en fait, c'est juste un mixte entre des techniques, des conditions environnementales aujourd'hui, et puis aussi un métier dans lequel on fait tous partie, voilà, qui est ce métier, qui est lié aussi avec une empreinte au décor qui est très très importante et non négligeable, et qui aussi redonne aussi, je pense, cette lettre de noblesse entre guillemets au décor. Enfin, je pense que les enjeux environnementaux aujourd'hui nous ramènent à penser justement cette valeur qui était conditionnée comme quelque chose d'inutile, voilà, mais en fait qui prend toute son utilité aujourd'hui. Et je pense que toute cette continuité est assez importante, et se dire que oui, ce sont des actions simples, voilà, juste peindre. On n'est pas là pour réinventer la roue, on est juste là en fait pour se dire je vais aussi faire quelque chose qui est vertueux, mais aussi qui va essayer d'amener en fait une autre valeur à un espace. Voilà, c'est tout. On ne va pas chercher à faire l'espace le plus innovant du monde, technologique, ou voilà, on va faire le plus, en fait, ce qui va nous paraître le plus, on va dire, sincère par rapport à l'usage et aussi par rapport à ce que sont les enjeux aujourd'hui, je pense. Et c'est ça qu'on demande à tout le monde, enfin, qu'on vous demande, vous, en tant que futur concepteur, et que vous êtes concepteur aujourd'hui, c'est aussi voilà, vous dire qu'est-ce que ça raconte pour moi, qu'est-ce que ça raconte dans mon contexte, et comment je vais faire. Voilà. Et je pense que ça, c'est juste simple. Il faut se poser ces questions tous les jours. Non, alors, pour répondre, alors, enfin, je ne sais pas si nous, on se situe dans une filiation véritable, parce que je ne suis pas assez étudié toute cette histoire pour pouvoir m'y situer précisément. Par contre, ce qu'on a reconnu, ou là où on est à l'aise, notamment avec ces histoires de peinture, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si nous, on ramène ces choses-là, ce n'est pas par un goût nostalgique ou classique, c'est que on trouve que ça fonctionne, que ça qualifie bien les matériaux. Après un moment, une période où voilà, on est allé sur des choses très très neutres, très minimalistes, où le matériau ne doit pas mentir, alors que nous on fait tout l'inverse, on fait que faire mentir les matériaux. Donc moi j'aime bien un peu cette rupture. Que je suis aussi séduit parce que ça peut apporter, et donc tu parlais des Galeries Lafayette. Alors Galeries Lafayette, on a fait un exercice qui est complètement extrême, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont donné une cage d'escalier, 5 étages, une cage d'escalier complètement délabrée, en fait, et un peu laissée pour compte dans le magasin, et donc on s'est dit, ils nous disent carte blanche. Donc on dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une grande peinture? Et puis évidemment, on tombe dans ce temple de l'art décoratif de la belle époque, et on regarde le travail de Majorelle, on regarde la coupole, on retombe sur des morceaux, il y avait avant un escalier, et on se dit, le travail est dément. Les gars étaient complètement allumés, parce qu'aujourd'hui, on se dit, ça c'est le truc classique, mais à l'époque, c'est les plus tarés, en fait. C'est les plus, tu vois, comme on a l'habitude de dire. Louis XIV était entouré avec les mecs les plus innovants. C'était pas des ringards, en fait. C'était pas des mecs qui adoraient le classicisme, c'était les plus avant-garde, en fait. Et donc, et on se dit, évidemment, on va pas faire un truc à nous, on plonge dans cette histoire et on imagine que Majorelle prend un acide ou presque, et surtout à Blender, et voilà, et tout existe, et donc on décompose. Il y a 5 étages qui sont des références au minéral, au végétal, à l'aérien, à la coupole, etc. Mais voilà, je pourrais en parler. Et là, en fait, juste, on transforme le lieu. Alors, il y a des lampes réelles qui semblent sorties des décors, mais ce n'est que de l'adhésif. En fait, c'est un énorme qui a demandé beaucoup de temps de production, mais qui, papier peint, on voit apparaître qu'il y a une espèce de truc que moi je trouve absolument génial. Sachant qu'aujourd'hui, je reparle aussi, on parle d'artisanat, machin, mais on est très fort dans les technologies d'impression. On peut imprimer sur presque tout, dans les très très grandes surfaces. Enfin voilà, et donc là aussi, il y a un outil de transformation qui est très 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 puissant. Je voulais dire un mot et conclure par une histoire, si tu es d'accord, Jacques. Un mot sur... parce que dès qu'on se met au réemploi,
Donc nous, on récupère ces canapés là, et puis donc on les désosse. Et donc en fait, par définition, si vous réemployez, la solidité de ce que vous allez construire repose sur la fragilité de ce qu'on vous a laissé. Voilà. Et donc là, vous dites, ah merde, putain, pourquoi ils n'ont pas mis des trucs, putain, c'est mal fait, c'est dégueulasse, etc. Parce qu'en même temps, ils ne s'imaginaient pas qu'on allait récupérer ces trucs-là. Mais ça amène à aussi une posture, c'est-à-dire que vous pouvez travailler dans le réemploi et dans les choses neuves que vous créez. Il y a aussi, je trouve pas inintéressant de se dire, ok, si à un moment donné, ce truc-là, il est repris par quelqu'un, par un autre, pour un autre besoin, sous quelle forme de construction je vais le faire, quelle donc décomposition on pourrait en faire. Voilà, donc c'est intellectuellement intéressant de se dire, tiens, comment concevoir un truc en éléments dont je ne sais pas ce qu'ils auront besoin, ce qu'ils pourront en faire. Mais alors voilà, après, il y a des trucs simples, c'est-à-dire de revenir, on parle de séparabilité des choses, donc qui est intéressant. Mais voilà, on peut se demander comment on pourrait composer les choses dès lors qu'on devrait les décomposer et que d'autres gens peut-être les prendront. Ça, c'est un premier point. Et le dernier point, c'est une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Je pense que c'était un peu le sens de ma question, c'est de dire voilà. comment concevoir aussi des choses dont on se dit qu'ils peuvent être réappropriables par d'autres et donc séparables. Voilà. Et ça rejoint la conférence de ce matin sur la séparation des matériaux pour un meilleur recyclage, etc. Tout à fait. Et voilà, ça nous amène à un deuxième niveau, c'est aussi de concevoir des choses qui sont, entre guillemets, indéterminées, c'est-à-dire déterminées pour une chose que vous savez pour, et en même temps, vous lui donnez des attributs qui ne sont pas trop marqués, qui font qu'elles peuvent être utilisées d'une autre manière. Voilà. Mais bon, on pourrait philosopher sur le sujet. Je termine par une petite histoire que j'aime bien. C'est l'histoire d'un enfant comme ça qui voit sur la place de son village un gros monolithe noir, comme ça, énorme, qui semble tomber du ciel, un truc de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres à peu près. Et en marbre. Un truc de fou comme ça, une espèce de machin qui tombe du ciel comme un poids difficile d'un avenir sombre. Et donc le lendemain, il retourne et il voit un sculpteur comme ça qui bosse sur le bloc. Paf, 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 une fois, là. 3e jour, 4e jour, 1re semaine. Et tous les jours, il vient voir. Et au bout d'un mois, il y a un magnifique cheval comme ça qui sort de cette sculpture. Et l'enfant va voir le sculpteur et lui dit « Mais comment tu savais qu'il y avait un cheval dedans ?» Et donc, j'aime bien cette histoire par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui pour 2 choses. Le regard de l'enfant qui suppose qu'il y a des choses qui sont contenues. Lui, il suppose qu'il y a un truc qui était contenu dedans et que le mec savait. Voilà. Et donc, cette espèce de logique, ce mouvement de pensée sur ce qu'il y a autour de vous, je le trouve extrêmement fort et puissant. Voilà. Il y a des choses qui sont contenues dans les autres. À vous de les trouver. Et le deuxième point, c'est ce regard du sculpteur qui, pour vous et pour ceux qui font, repose d'abord et toujours sur l'excellence d'un savoir-faire, l'apprentissage extrêmement sérieux d'un métier. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme nous avons été un peu longs et que la conférence suivante va se tenir dans exactement 5 minutes. Une minute. Donc, je vous propose, si vous avez éventuellement envie d'échanger avec Paul et avec Stéphane, peut-être de pouvoir le faire pour certains d'entre vous au 3e étage et potentiellement poser vos questions si vous en avez. Donc, merci beaucoup de votre attention. Aurélien, nous te cédons la place.